Un kiné, ça va être quelqu'un, c'est comme le médecin, il doit être compétent, avoir de l'expérience, de la bouteille, puis il doit venir avec le sourire au boulot. Tous nos problèmes personnels, on doit les mettre de côté. Dans la vie, il faut être un petit peu ambitieux pour aller essayer d'aller chercher un peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Mais il faut savoir, faut être raisonnable aussi et savoir par où on doit passer pour atteindre ses ambitions. Très bonne formation, ce sont les centres de formation. C'est-à-dire que vous vous occupez de jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. C'est un milieu qui est pas facile hein, quand même. Hein. Les joueurs, très rapidement, ils vous disent, hein, quand ils ont tourné dans les clubs, ils savent vers qui se tourner très rapidement sur les avis, sur les soins. Le meilleur souvenir, c'est 2018, c'est la Coupe du Monde en Russie, hein, évidemment. Hein. Hey, salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Franck Le Gall, qui est médecin du sport et notamment médecin de l'équipe de France de football. Du coup, forcément, aujourd'hui, ça va parler de collaboration kiné-médecin, de l'organisation du staff autour des joueurs de l'équipe de France, de blessures, d'erreurs à ne pas commettre, etc., etc. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et bonjour Franck, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Entendons aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Mais voilà, ici, j'ai envie de commencer ce podcast simplement en te demandant de te présenter un petit peu, même si forcément, je pense que ton nom résonne dans beaucoup de têtes de kinés, notamment de kinés du sport. Mais voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en dire plus sur toi? Bonjour Augustin, merci beaucoup de votre invitation. Écoute, quoi te dire, j'ai bientôt 60 ans. Je suis dans la médecine du sport depuis plus de 30 ans maintenant. En octobre 93, j'ai commencé officiellement après mon internat à Rennes, mon internat de rééducation, de médecine physique et réadaptation. J'ai démarré à Clairefontaine en octobre 93. Donc voilà, je suis médecin rééducateur, médecin du sport, et puis voilà, j'ai surtout beaucoup œuvré dans le football, et puis 15 ans à Clairefontaine. Après, je suis parti en club au LOSC. Je connaissais bien Rudy Garcia, et quand il a pris le LOSC en 2008, il cherchait un médecin qui partait. Et donc, il cherchait à remplacer le médecin qui partait, et donc j'ai filé à Lille. J'ai passé 8 ans et demi à Lille. Mhm. Rudy a bourlingué un petit peu après Lille, il est parti à la Roma, et puis il a repris l'OM, et quand il est arrivé à l'OM, le médecin voulait quitter son poste, donc il m'a appelé. Et c'était assez tentant d'aller à Marseille, donc de quitter le Nord pour l'OM. Et donc j'ai passé 2 ans et demi à l'OM, et puis après, ça s'est pas très très bien fini avec un entraîneur et un président en place. Et donc j'ai arrêté la collaboration au club, et j'ai filé en libéral. Voilà, donc là aujourd'hui, je suis en libéral entre Marseille et Nîmes. Ok, ok. Et puis autrement, l'autre activité, évidemment, c'est l'équipe de France. J'ai démarré toutes les sélections de jeunes en 80. Je crois que la première, c'était 96. Quand Ah ouais. j'étais à Clairefontaine, les juniors, c'était les U17. J'ai dû faire U17, U18, j'ai dû faire toutes les catégories de jeunes, jusqu'aux espoirs en 2006, de 2006 à 2008 avec René Girard. Et puis ensuite, quand j'ai quitté la Fédé pour Clairefontaine, j'ai arrêté les espoirs. Et je Mhm. suis avec l'équipe de France A depuis 2012 et l'arrivée de Didier Deschamps. Ok. Voilà. Quel parcours! Quel parcours! Il y en a des choses. Beh, voilà, alors si je dis pas de bêtises, tu as sorti, un livre en 2020, qui s'intitule «La traumatologie du football et Return to Play», dans Ouais. lequel, tu relates, voilà ton expérience clinique, et celle de tes collègues au travers de un tas de cas cliniques, je pense une quarantaine si je dis pas de bêtises. Je trouve 45, comme le ça, nombre de minutes dans une mi-temps. Ouais. ouais, OK. Je trouve ça vraiment je trouve vraiment l'idée géniale. J'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger, mais j'y manquerai pas. Et voilà, en attendant, du coup, en parlant un petit peu de traumato, de blessures, j'aimerais avoir ton avis sur l'incidence des blessures. Toi qui suis quand même l'équipe de France depuis maintenant 11 ans, si mes calculs sont bons. Mmh. Est-ce qu'en 11 ans, on peut dire que l'incidence des blessures, elle a changé ou est-ce qu'elle a baissé ou voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ça? L'incidence des blessures n'a pas blessé, hein, ça c'est sûr. Et c'est pas la dernière coupe du monde qui me fera dire le contraire là, quand ils ont pondu la coupe du monde
en pleine saison au Qatar, là, en novembre et décembre. Mhm. On a constaté, enfin, les stats l'ont montré, qu'il y avait une petite augmentation même de l'incidence des blessures dans le championnat français. Et nous, on a vu une espèce de petite hécatombe avant la Coupe du Monde. On a perdu beaucoup de joueurs. Non, il n'y a pas moins pas moins de blessures aujourd'hui, même avec des staffs étoffés, beaucoup de compétences, beaucoup de moyens qui sont mis en place. Il n'y a pas moins il y a pas moins de blessés, hein. Le jeu va toujours de plus en plus vite. Mhm. Les joueurs font beaucoup de préparation physique, un peu trop des fois, je trouve, à mon goût. Et en fait, les blessures sont importantes, hein. Le jeu va de plus en plus vite. Les exigences aussi, ils jouent pas moins de matchs qu'avant, il y a même plus de compétition, hein. Les footballeurs, il y a 40 ou 50 ans, jouaient 40, 45, 50 matchs par saison. Là, aujourd'hui, ils arrivent à 60, 70 et il n'y a pas moins de matchs, hein. La Mhm. FIFA, l'UEFA veulent encore augmenter les tarifs. Donc, le meilleur moyen, c'est d'augmenter les effectifs, enfin, d'avoir un effectif suffisant et que les entraîneurs soient capables dans leur tête et dans les faits de gérer au mieux les temps de jeu et de faire un turnover. Donc, c'est Mhm. ça qui peut éventuellement sauver un petit peu les temps de jeu, quoi, la problématique. Mais il n'y a pas moins de matchs, il y en a plus qu'avant et ça va plus vite. Donc il y a Ouais. rien pour diminuer les blessures, ça c'est clair. Ouais, donc c'est fou parce que comme tu dis, on met de plus en plus de moyens en place pour prévenir ces blessures ou en tout cas pour essayer de réduire leur incidence et au final, on se rend compte que on va pas vers ça, j'ai l'impression, Et avec puis les chiffres. l'encadrement médical a clairement évolué, hein. Ça Ouais. n'a rien à voir que les moyens qui sont mis à disposition des staffs médicaux dans les clubs, ça n'a rien à voir avec ce que c'était dans les années 80-90, hein, où c'était souvent des bouts de Mmh. vestiaire qui étaient mis à disposition, hein. Aujourd'hui, il y a des vrais centres, des petits centres de rééducation dans beaucoup de clubs, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Et en parlant de blessures, malheureusement, beh, forcément comme on vient de le dire et tu l'as dit, il en existe énormément. Mais c'est laquelle ou lesquelles, qui en fait que tu redoutes le plus, on peut dire, pour tes joueurs, et pourquoi? Est-ce qu'il y en a une ou 2 où tu te dis: «OK, si ça arrive, ah là c'est vraiment Bah, problématique»? c'est celle avec les durées d'inactivité Ouais. les plus longues, hein, forcément. Donc, oh, Mmh. il y en a pas 40, hein. Ouais. On peut pas parler de déchirures musculaires. Tout ce qui est lésions tendineuses, type tendon Mmh. d'Achille, il y a un joueur en ce moment, la Presnel, qui est arrêté depuis bientôt un an avec une rupture du tendon d'Achille, Ouais. qui a été réopéré, pardon. Qui fera plus d'un an avec une rupture qui a toujours pas repris. Ça, c'est des pathologies, ça se traite bien, mais on n'est jamais à l'abri ou d'une complication ou une pathologie qui traîne. La rupture de Mmh. croisée, c'est pareil, hein, euh, même si de temps en temps on arrive à faire plus court que la moyenne, plus vite que la moyenne, bon, on Mmh. part quand même sur 6 mois normalement, hein, sur une rupture de croisée. Donc c'est ces Ouais. pathologies, c'est-à-dire que là, tout le monde sait compter. Ouais. Quand la pathologie arrive en février et qu'il y a une échéance importante, à partir de janvier, hein, les échéances deviennent importantes. C'est là où les joueurs et les clubs vont chercher les titres et les montées ou évitent les descentes. Enfin, c'est dans cette période-là où il y a les matchs Mmh. avec le plus d'enjeux, on dira. Et Mmh. derrière, en fin de saison, c'est là où il y a éventuellement des finales à jouer et donc ou alors un euro ou une Coupe du Monde, là, comme cette année, on a un euro en Allemagne. Donc Mmh. c'est vraiment, quand on sait compter, quand il y a une grosse blessure qui survient en janvier-février, Ouais. pour un joueur, tirer un trait sur une compète aussi importante qu'un euro, ça peut Ouais. être évidemment problématique, hein. Ouais, donc c'est vrai Et la qu'on pense souvent aux croisés, mais c'est vrai que la rupture du tendon d'Achille, comme tu dis, question de ouais, c'est question de problématique aussi, quoi. fracture de jambe, ça sera du Ouais. même acabit, hein. Non, il y a vraiment des pathologies évidemment Mmh. sont problématiques. Ouais, c'est ça. Et voilà, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est interdisciplinarité, de plus en plus, j'ai l'impression, en 2024, de travail collaboratif et cetera. Dès lors, toi, comment on va dire, tu définirais ta place en tant que médecin du sport au sein de l'équipe de France? Au final, qu'est-ce qu'on attend concrètement d'un bon, médecin du sport dans ce contexte, selon toi? Le bon, on attend forcément de la compétence et de l'expérience, quoi. C'est à ce poste-là. Mmh. C'est clair qu'un jeune médecin, enfin moi tu m'aurais mis à ce poste-là
quand je suis arrivé à Clairefontaine il y a 30 ans, j'aurais été, à défaut de dire j'aurais été perdu, c'est c'est un peu ça. Il faut avoir enfin, il faut emmagasiner de l'expérience, il faut avoir le plus de compétences possible, il faut, il faut avoir des diplômes, des formations et continuer les formations continues. Et puis, parce que c'est des postes en fait où, en fait, il y a pas du boulot, il y a pas, c'est pas comme en libéral, on travaille pas de 8 heures à 20 heures ou 19 heures toute la journée non-stop avec un patient toutes les 20 minutes. On a un avis à donner, ou deux ou trois dans la journée sur une pathologie très précise, mais c'est un joueur important. Il y a un match important à venir, une compète importante à venir, et là, faut pas se tromper. Donc, en fait, il faut avoir un avis très pertinent sur là, on parle de la pathologie en elle-même. Il faut avoir un avis très pertinent sur le diagnostic, évidemment, sur ce que le joueur a. Et c'est pour ça que tu parlais du RTP tout à l'heure, le bouquin que j'ai écrit là sur Mhm. les cas cliniques, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que Didier, enfin, Didier Deschamps ou les entraîneurs en club, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand il part jouer. C'est la première question qu'ils te posent quand un joueur Ouais. se blesse. Combien de temps d'indisponibilité il aura? Et c'est là, en fait, où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire il faut avoir le maximum d'éléments sur l'interrogatoire d'abord, sur la pathologie en elle-même, l'examen clinique que tu as, et avoir le maximum d'éléments sur éventuellement s'il a été pris, il arrive de club, il a été pris en charge pendant une semaine, 15 jours. Maximum d'éléments pour le jour où tu le vois, dire il sera sur les terrains dans 3 jours, dans 10 jours, dans 2 mois. C'est-à-dire est-ce qu'on le Mhm. prend, est-ce qu'on le prend pas? Et là, il ne faut pas se tromper parce qu'il ne faut pas surévaluer la blessure. C'est-à-dire que si estimer une pathologie, un arrêt à 1 mois alors qu'en fait il va mettre 10 jours et il aurait pu jouer, il ne faut pas Mhm. la sous-évaluer parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un joueur dont on pense qu'il va pouvoir jouer dans une semaine alors qu'en fait il va rester encore sur le carreau pendant 1 mois. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu et c'est le rôle, le premier rôle. Puis Ok. après, le rôle, évidemment, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire que on est là, on a fait un diagnostic, on décide d'un commun accord, et c'est un travail d'équipe, c'est très important à souligner. Mhm. Mais il y a pas un médecin qui impose les choses au kiné. Ce qui est toujours intéressant, c'est de discuter, d'avoir la sensibilité du kiné, de leur examen, de ce qu'ils pensent. Parce que le joueur va échanger avec tout le monde, hein. Le joueur va échanger avec le kiné, il va échanger avec le médecin, mais il va échanger avec l'entraîneur aussi. On a surtout tous intérêt à avoir le même avis et Mhm. la même posture la même position par rapport au problème. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on a vu un joueur, c'est ensuite d'échanger avec les kinés sur le traitement qu'on met en place, sur les délais et sur ce qu'on peut proposer. Donc Ok. après, il y a un travail vraiment d'équipe et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est l'échange qu'on peut avoir avec les kinés, puisqu'on Ouais. est complémentaires, hein. Ouais. Si Le plus terrible dans ce métier, c'est quand les kinés se prennent pour des médecins, c'est quand les médecins se prennent pour des kinés, et je Ouais. vous parle pas des préparateurs physiques, hein. J'en ai Mhm. connu comme ça qui se prenaient pour des médecins ou des kinés, Ouais. c'est terrible et il y en a beaucoup à traîner en ce moment, hein. Donc Mhm. c'est vraiment enfin voilà, c'est un travail d'équipe, un échange. Il faut beaucoup de respect. Il faut savoir ce que chacun fait, quelle est la Mhm. place de chacun. Voilà, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé, c'est un échange. Voilà. OK. Et hem et alors c'est intéressant ce dont tu discutes ici, c'est vraiment cette complémentarité avec les kinés, vu qu'il y a beaucoup de kinés qui vont quand même nous écouter. Voilà, qu'est-ce que toi tu attends, au final d'un bon kiné? Enfin, toi quand tu travailles avec des kinés, ouais, qu'est-ce que tu attends d'eux, concrètement? Qu'est-ce que tu attends qu'ils t'apportent en plus de ce que toi tu Ah bah, apporterais? ce que je sais pas faire, Ouais. bon, de la compétence évidemment, mais c'est ce que je sais pas faire. C'est-à-dire que nous, on fait un diagnostic, on pose les grandes lignes, on discute des soins qui peuvent être faits, mais derrière, c'est la main, c'est le kiné qui va prendre en charge. Et le Mmh. kiné n'est pas là pour exécuter ce que je pense, ce que je dis ou ce que le médecin dit. Il est là aussi pour échanger, pour dire moi je pense que enfin, je partirais plutôt là-dessus et sur tel type de soins, etc. éventuellement. C'est l'échange qui va faire que derrière, on va optimiser les choses. Donc, c'est pas un Mmh. béni oui-oui le kiné. Ouais. Et à contrario, c'est pas un mec qui est dans sa posture et qui va te dire, mais c'est comme ça et pas autrement, quoi. Il y a Mmh. j'en ai connu qui étaient très, 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 vraiment très négatifs dans un groupe parce qu'il y a rien à leur dire et ils savent tout et voilà, ils ont décidé.
Et Mmh. le problème, c'est qu'il y a un joueur au milieu. Le joueur, dès qu'il y a un intervalle, il s'y engouffre. Et en Mmh. fait, il ne doit pas y avoir d'intervalle du tout entre la position du médecin, la position du kiné et la position de l'entraîneur aussi. Ouais. Hein, on parle pas de l'entraîneur, mais le préparateur physique, c'est aussi, puisque les staffs maintenant aujourd'hui, c'est terrible. Hein, les staffs, c'est 5, 8, 10, 12 personnes. Ouais. Et on a surtout tous intérêt à penser la même chose d'un problème. Mmh. Donc un kiné, ça va être quelqu'un, c'est comme le médecin, il doit être compétent, avoir de l'expérience de la bouteille, puis il doit venir avec le sourire au boulot. Mmh. On n'est pas là pour tous nos problèmes personnels, on doit les mettre de côté. Voilà, et puis on doit être positif par rapport au problème qui est posé. Voilà. OK. Et voilà, ici tu parlais aussi de, tout ce qui est, voilà, de prise de décision, je pense que ça doit pas être facile quand tu as quelqu'un comme ça qui se blesse ou et que tu dois lui dire: «OK, toi tu peux jouer, toi tu peux pas jouer» et cetera. Est-ce que tu as des c'est peut-être une question un petit peu difficile là comme ça, mais est-ce que tu as des indicateurs un peu typiques où là tu te dis: «OK, si ce joueur a ça, là, d'office, il peut pas jouer», ou à contrario, s'il a pas ça, alors OK, on peut lever le feu vert. Enfin, comment c'est quoi un Sur peu le la terrain ou en capacité? dehors? On va dire sur le terrain, En en on va parler vraiment d'une situation Sur le terrain, en c'est très aigu, com quoi. sur le terrain, c'est très compliqué, hein, avec, Ouais, l'adrénaline, tout ce ouais. qui se passe, c'est toujours très compliqué. On fait, c'est un peu c'est des diagnostics un peu de comment je pourrais dire? Presque de bistrot, quoi, hein. Tu mal, t'as pas mal, tu te sens pas, quoi. Ouais, Faire un c'est examen clinique digne de ce nom sur un terrain, ça relève, parfois, hein, parce qu'il y a des fois, c'est clairement, c'est évident. mmh Mais régulièrement, c'est, comment tu te sens? Mets-toi debout, tu mal, t'as pas mal? Examiner une cheville sur un terrain, c'est très compliqué, à moins d'avoir une fracture ou enfin, que le joueur vous décrive des signes très, très importants. Mais l'examen clinique en soi sur un terrain, c'est très compliqué. mh. Donc souvent, on va dans le sens on fait ce qu'on peut. Un Mmh genou, c'est plus facile à examiner. Une épaule, quand elle est luxée, c'est pas très compliqué, mh. on va dire. Mais une entorse de cheville, l'examen clinique est très compliqué. Donc on va échanger avec le joueur, c'est au ressenti, hein. Ouais. Donc mais très rapidement, en fait, il faut prendre une décision qui est pas toujours évidente à prendre. Les Mmh entraîneurs sont très impatients au bord du terrain. Il faut faire vite, ce qu'on peut comprendre. C'est fini le temps où on jouait à 6 minutes et on prenait le temps éventuellement de strapper le joueur sur la touche et cetera. Enfin bon, mais là mh. là maintenant, il vaut mieux faire rentrer un joueur qui va très, très bien, qui s'est échauffé, très rapidement, mais qui est prêt à rentrer, plutôt que donc on essaye de gagner un petit peu de temps sur le terrain, mais vraiment Mmh. c'est pour prendre vraiment toutes les infos et avoir le maximum d'infos dans la prise de décision. Dès Ouais. qu'on va sur le terrain, il y a un joueur qui sort du banc qui va s'échauffer, même si 8 fois sur 10 il s'échauffe pour rien, il est prêt à rentrer si jamais on prend la décision. On a des micros, on échange avec le banc de touche et puis, voilà, on prend une décision, je me souviens pas avoir, qu'un joueur soit sorti, alors qu'il pouvait pas continuer, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans le pire des cas, moi je considère que si le joueur me dit: «Moi je peux», si j'ai pas d'argument formel pour dire, il peut pas, je Ouais. préfère qu'il rentre, qu'il essaye, qu'il joue 1 minute, quitte à lever la main 30 secondes, 1 minute après, ça me semble plus logique. Mmh Ouais. Plutôt que de le sortir et d'avoir un joueur, qui 2 minutes après vous dit: «Mais j'aurais pu rester», quoi. Je trouve ça, il y a pas Mmh de logique. Donc on essaye de gagner un petit peu de temps sur le terrain. Voilà, pas trop parce que l'arbitre de toute façon vous signifie que Ouais. qu'il faut faire vite. Ouais, ouais, c'est ça, je me doute qu'il doit y avoir surtout même C'est en beaucoup période plus de facile en mondial et dehors, tout, hein. Là pardon? Ouais. on parle de ce qui se passe pendant un match, mais c'est beaucoup plus facile évidemment en dehors hors de Mmh la de la compète, hein, la veille du match, l'avant-veille et cetera. On Ouais. a des protocoles quand même et des examens cliniques qui se font dans de très bonnes conditions. On a surtout un critère qui est important et dont on parle peu souvent, c'est le critère évolutif. C'est-à-dire qu'il y a un joueur s'est blessé à J0 et vous l'examinez à J4 et vous l'examinez à J7 et à J10. Vous avez l'évolution de la pathologie et vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer. Est-ce qu'il a complètement cicatrisé? Est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour éviter la récidive? Donc là, Mmh c'est beaucoup plus facile à gérer et à imaginer ce qui va se passer. On prend le Ouais. temps, on n'est pas dans l'urgence du match. Ouais, Le c'est plus ça. compliqué, c'est sur le terrain, quoi, évidemment. Ouais, c'est ça, surtout que quand tu as comme ça une entorse et cetera, beh, même au niveau des tests cliniques, on sait aujourd'hui que, bah, ils sont pas, d'aussi bonne qualité quand on les fait en aigu. Parfois, il vaut mieux attendre, quelques jours avant de les faire pour vraiment Oui, voir alors une laxité, des choses comme ça, quoi. il y a ça aussi, ouais, tout à fait. C'est pour Donc ça que quand tu as
quand tu as un joueur, je pense, enfin, que ce soit une cheville ou un genou, pour les derniers que j'ai eus avec l'équipe de France, effectivement, j'essaye toujours à un moment ou à un autre d'aller les examiner tout de suite dans le vestiaire quand ils sont rentrés. Que ce Mmh. soit pour Warren la dernière fois ou Lucas Hernandez quand il s'est fait son croisé avec nous au Qatar. Mmh. L'idée, c'est d'aller les voir dès qu'il y a un temps mort, de courir au vestiaire, de faire un examen clinique peut-être très très rapide de 20 secondes, 30 secondes. Mais une fois que la cheville, la chaussette est enlevée ou une fois qu'il est bien allongé sur une table, juste de faire Mmh. un Lachman, voilà. C'est plus facile à faire effectivement à ce moment-là que, on va dire que 5 heures après quand le genou a bien gonflé, même si, on a d'autres éléments pour faire le Mmh. diagnostic. Ouais, c'est ça. OK. Donc c'est vraiment différent, aigu et après quand il y a un peu de temps qui passe, quoi. C'est vraiment, Oui, oui, des tout à fait, les ouais. conditions font beaucoup, quoi. OK. Et bah, ici, tu as parlé de certains joueurs, du coup, bah, j'en profite pour rebondir un petit peu, avec ta carrière, tu as dû voir passer, beh, beaucoup de joueurs, hein, forcément. Ouais. Et beh, qui serait peut-être le joueur, s'il y en a un, mais peut-être il y en a pas qu'un, qui t'a le plus impressionné, qui t'a le plus marqué, de par, ses qualités physiques, psychologiques ou les 2? Et on y reviendra dans un deuxième temps. Peut-être aussi ton meilleur souvenir, s'il y en a un, encore une fois, je sais que c'est pas des questions faciles là comme ça, mais ton meilleur souvenir professionnel ou vraiment la chose où tu t'oublieras jamais ça? Ouais, on va commencer par la dernière, elle est Ouais. simple, hein, le meilleur souvenir, c'est 2018, c'est la coupe du monde en Russie, hein, évidemment, Ouais, hein. Toutes ouais. les victoires sont belles, mais bon, celle-là, c'est la plus belle, coupe, Mmh mh. qui soit, donc la gagner, c'est moi, quand j'étais gamin, je regardais ça, la coupe du monde. Moi, ma première coupe du monde, c'est en 74 dans le poste, hein, évidemment, dans Mmh. 74 en Allemagne et quand on connaît le football, quand on aime le football, les coupes du monde, c'est toujours des moments, importants. Mmh. Et c'est des souvenirs d'enfance, la Platini dans les années 80, 82, 86, l'Espagne et le Mexique et cetera, hein. 98 avec la bande à Didier, c'est pareil. Donc en fait, oui, c'est la plus belle victoire. Maintenant, le doublé avec le LOSC en 2011, championnat et coupe, quand on voit le remue-ménage que ça fait, dans une ville quand vous faites le doublé, c'est incroyable de réunir autant de monde, pour fêter ça. Donc je pense Ouais. que voilà, mais bon, la coupe du monde est au-dessus évidemment, hein, si je Mmh devais en mh. mettre. Pour les joueurs, c'est compliqué, hein, c'est toujours compliqué d'en mettre un plus que d'autres parce qu'il y a tellement de profils différents. Mmh. Heu, Eden Hazard par exemple, au LOSC, il c'était enfin pour ceux qui le connaissent, hein, moi je l'ai eu 5 ans, il est parti en 2012, je crois 4 ans. Mais c'est un joueur incroyable sur le terrain. Il a peur de enfin, c'est pas qu'il a peur de rien, mais il est no stress, il est toujours en train de rigoler. Il s'entraîne pas comme il joue parce qu'il s'entraîne mais en rigolant, s'amusant, quoi. Tout est jeu pour OK. lui. Il a un talent incroyable et arriver à ce niveau-là, avec, juste ce qu'il faut d'implication pour faire les choses, correctement, se prévenir les pathologies et autres, c'est impressionnant. Mmh mh. Mais de l'autre côté, quand vous voyez des profils je sais pas moi, Olivier Giroud par exemple, qui sort un petit peu sur le tard et puis qui fait une carrière incroyable et qui a toujours pas fini sa carrière et qui est toujours, en équipe de France, qui est recordman du nombre de buts marqués en équipe de France et qui est toujours actif il a quel âge Olivier? 36, je sais plus, Mmh 36. mh. Ouais, dans ces eaux-là, hein. Mais bon, ça c'est des profils incroyables. Lui, il passe beaucoup de temps aux soins, il prend soin de son corps, ça c'est vraiment impressionnant. Mmh mh. Adil Rami était impressionnant aussi, Adil, il passait du temps aux soins, mais il avait une bonne humeur, pas de stress non plus. Puis c'était une force de la nature. Il avait une épaule, il se faisait une entorse acromioclaviculaire, il continuait le match. Il avait, un traumatisme, des traumatismes, des entorses de cheville, il reprenait très, très, très rapidement. Il a jamais traîné dans une salle de soins. Alors que Mmh. d'autres, à contrario, le moindre pépin, on a l'impression qu'ils ont pris un avion sur les pompes et ça demande, on Ouais. n'a rien, on fait des examens, il y a pas de lésion organique, mais ça traîne dans le vestiaire et ça reprend pas. Donc, Ouais. non, je pourrais citer plein, hein. Tous Ouais. ceux, tous OK. les tous les anciens sont des Raphaël Varane, Hugo Lloris, enfin bon, il y en a Mmh mh. plein comme ça qu'on a les plus impressionnants, c'est quand même ceux qui sont professionnels jusqu'au bout des orteils et qui emmènent leur carrière, Mmh voilà, mh. qui étirent leur carrière et qui prennent toujours du plaisir et qui sont toujours capables physiquement
d'être performant, quoi. Ça, c'est Ouais. toujours c'est peut-être plus impressionnant que celui qui a un talent pur Mmh. et qui joue sur son talent et qui est peut-être un petit peu moins parce qu'il est tellement talentueux qu'il Ouais, joue un petit peu moins sur le côté professionnel. Mais ils sont tous d'accord. impressionnants. On n'arrive pas en équipe de France sans avoir Mmh. des des niveaux, au-dessus de la moyenne, quoi. Que ce soit dans la Ouais. tête, au niveau mental, au niveau physique, ils ont tous des Mmh. caractéristiques qui font qu'ils sont au-dessus du lot, quoi. Oui, c'est ça, je pense comme tu le dis justement, on n'arrive pas là par hasard non plus et Tout à fait. enfin voilà, c'est du travail et je comprends ce que tu veux dire quand tu dis, voilà, c'est la longévité aussi de l'athlète qui est remarquable Ah oui, et qui est complètement, oui. quelqu'un qui sait comme ça jouer pendant surtout à ce niveau-là, on a tendance à s'user beaucoup plus vite, en tant qu'humain, en fait, tout simplement, je pense, en Oui, non, jouant à avec ce le nombre de niveau-là. matchs qu'ils font, Mmh mh. les carrières enfin les 2 de Messi et Ronaldo sont incroyables de ce point de vue-là, hein. Le nombre de matchs qu'ils ont joués sans avoir eu de blessures, heu, très importantes, hein. Ils ont joué 10 matchs par saison sur, 10, 12, 15 saisons. Mmh. C'est remarquable, hein. Et c'est pas Ouais. par hasard, hein, qu'ils les ont joués. Et je sais pas si tu as vu, bon, si tu as pas vu, on va passer ça, mais récemment, bon, Neymar, il y a une vidéo qui est passée de lui qui est où on le voit en train de se faire rééduquer, son ligament croisé. Ouais, Il est sur une table, je te décris le truc. J'y pense vraiment spontanément, mais parce que je trouvais que ça a vraiment fait le tour des réseaux et je pense que ceux qui nous écoutent verront de quoi je parle. Et en gros, on le voit sur une table, il y a 2 personnes qui le tiennent et il y a une troisième personne qui vient forcer sa flexion de genou, à fond. Il est en train de crier, se débattre et cetera et en gros, ils sont à 3 sur, ce pauvre Neymar, en train d'essayer de gagner sa flexion, de genou, ouais. sur un croisé qui a été opéré. J'ai pas la date en tête, mais c'est il y a pas si longtemps, et donc voilà, si tu avais vu la vidéo, je t'aurais bien demandé ton Ouais, avis, j'ai mais pas ici, vu, ouais, ouais. voilà, mais en gros, je peux quand même te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses de but en blanc, de se dire, OK, on force à ce point-là au point que le Bah, joueur en pleure, on est d'accord, est-ce que ce serait pas j'ai contre-productif au jamais vu final? ça sur une, enfin, ce que tu me décris, c'est plutôt, je pense ils ont dû oublier l'anesthésie générale, quoi, en fait, parce que c'est plutôt une mobilisation sousagée sur un genou, comme tu me le décris, hein, moi j'ai pas vu la Ouais, vidéo. mais je t'enverrai Un la genou vidéo. qui est limité en flexion, Ouais. non, j'ai jamais vu un joueur, hurler et crier sur la table avec, 3 kinés autour pour essayer de mobiliser un genou. Ah ouais, Je mais je t'invite à t'enverrai la regarder la vidéo. vidéo, ouais. Ouais, j'aurais dû te l'envoyer avant, mais je viens d'y penser et comme ça, j'aurai ton avis avant et à la limite, on fera une correction si jamais, tu as Non, un élément à apporter. on J'apporte rajoute le décor, bloc opératoire et anesthésie générale alors Ouais, je vais faire un petit si montage. c'est comme ça, voilà. Ouais, mais donc voilà, ça c'était vraiment le petit aparté. Et voilà, ici je suppose qu'au final, les journées, en tant que médecin aussi de l'équipe de France, bon tu ne fais pas que ça, mais quand tu es à ce poste-là, se suivent, mais se ressemblent et se ressemblent pas à la fois. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une journée type, avec les Bleus? Si effectivement il y a une journée un peu type ou est-ce que ça change à chaque fois? Parce que je suppose que c'est différent, selon si Ah, on se trouve en période de mondial ou pas, enfin voilà. Heu, moi, à mon niveau, enfin, il y a la journée type des kinés, c'est assez linéaire pour les kinés du début du 1er jour au dernier jour du rassemblement. ouais. Si ce n'est qu'il y a le jour de match où, le contexte match fait que les soins sont un petit peu il y a moins de soins, sur la journée. Les soins sont concentrés sur la préparation du match et puis, les straps, les massages d'avant-match, à la mi-temps, l'intervention et puis éventuellement des soins, derrière s'il y en a. Mais, autrement pour les kinés, il y a une, deux, trois, il y a 4 plages horaires. Ils travaillent le matin à partir de 10h-10h30 jusqu'à Mmh. 12h30 jusqu'au repas avec ceux qui nécessitent des soins. Puisqu'en fait, ils mettent en place un planning et les joueurs se mettent à droite à gauche en fonction de leurs horaires de réveil, de petit-déj, de sieste, et cetera. Juste après le repas, il y a un horaire, qui est proposé pour ceux qui veulent pas faire la sieste. Avant l'entraînement, il y a, un horaire aussi de 1h30, 2 heures pour ceux qui préfèrent. Il y a juste après l'entraînement, entre l'entraînement et le repas, là, il y a 1h30, 2 heures généralement. L'entraînement se finit vers 19h et le repas est à 20h30. Donc là, il y a une plage horaire aussi pour, ceux qui veulent pas faire les soins après le repas et qui veulent faire la récup tout de suite.
Et puis, il y a une dernière plage après le repas pour ceux qui le souhaitent, donc jusqu'à pas d'heure en fait. Bon, généralement, c'est jusqu'à minuit à peu près hein, que Ah ouais. le repas se finit à 21h30, Mmh. on va dire. Oui, 21h30, ça va jusqu'à minuit globalement, hein, c'est les horaires. Ouais. Donc il y a 4 plages ou peut-être même 5. Voilà, donc c'est assez linéaire pour les kinés. Pour les médecins, c'est un petit peu différent parce que nous, en fait, on intervient. Alors, on intervient évidemment au coup par coup dans la journée quand il y a besoin, mais généralement, nous, le poste le plus important, c'est quand ils arrivent. C'est quand ils arrivent au rassemblement. On a commencé 10 jours, 15 jours avant parce que justement, on échange les dossiers avec les médecins, les joueurs, les médecins de club et les joueurs pour savoir si ce qu'a le joueur, est-ce qu'il peut pas venir. On échange les dossiers médicaux, les dossiers radio. Donc là, on a beaucoup de travail en amont. J'ai beaucoup, enfin, la journée est pleine, c'est le premier jour, parce qu'il faut faire le point avec tous les joueurs. Même si tout allait bien, il y a eu un match le week-end. Les joueurs arrivent le lundi midi à Clairefontaine, donc ils ont joué le samedi, le dimanche, et s'il y a le moindre pépin, éventuellement il y a derrière des examens. Moi, j'ai un examen, évidemment l'examen clinique, l'interrogatoire, mais derrière il y a peut-être une IRM ou autre pour prendre une décision. Donc, en Ah fait, ouais. il y a un pic juste après les matchs, au tout début du rassemblement pour donner à Didier une liste de problèmes et dire, ben voilà, celui-ci il sera prêt dans 2 jours, celui-là il peut pas, à mon avis, etc., etc. L'idée pour le sélectionneur, hein, pour Didier et tout le monde est à peu près fonctionne à peu près comme ça, c'est d'avoir le maximum de joueurs au premier jour du rassemblement, au premier jour du rassemblement, à l'entraînement, ce Ouais. qui prépare un match 3, 4, 5 jours après. Donc c'est pas de traîner un blessé pendant une semaine ou 10 jours. Et Mmh. puis après, c'est après chaque match, en fait, où potentiellement il y a des blessés, il faut faire le décompte et savoir si oui ou non il y a des joueurs qui seront forfaits ou pas et quels soins mettre en place, examen clinique, examen complémentaire mettre en place, et ensuite décider d'un RTP, quoi, d'un délai de retour. Puis après, OK. parce qu'une fois que le stage est lancé, mardi, mercredi, jeudi, à moins qu'il y ait un gros fracas pendant l'entraînement, c'est de l'ajustement pour nous, pour le médecin. Ouais. OK. Et tu parlais de récup. Est-ce que quels moyens vous utilisez vous, quand vous dites récup, en l'occurrence? Est-ce que toi tu sais un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous utilisez concrètement comme Bon, récup pour les joueurs? la récupération, ça va être tout ce qui est, bon, c'est du classique, hein, tout ce qui Mmh. est réhydratation, apport de sucrés, apport de protéines pour ceux qui le souhaitent et qui juste après le match. Et on insiste beaucoup pour qu'ils le prennent. Après, ça va être dans le vestiaire ou au retour à l'hôtel, ça va être généralement c'est bain froid pour beaucoup. Mmh Et mh. puis après, c'est passé entre les mains du kiné pour les massages de récup, les travail de mobilité douce. Et puis l'intérêt de ces massages, c'est aussi de faire le point avec le joueur, des trucs qui, juste après le match, mais le lendemain aussi. Mmh. Des douleurs des points qui étaient passés un peu inaperçus et un joueur qui se plaint finalement d'un ischio un peu tendu, qui a une douleur de cheville ou autre, le traumatisme est passé un peu à la trappe et en fait, ça se réveille après le match ou le lendemain. Voilà, Ah donc ouais. ça, la récup va passer par là. Et puis, le soin va être très utile pour ça aussi. Et puis, globalement, le sommeil va être important aussi, Mmh mh. sachant que le sommeil après les matchs, c'était toujours très, très compliqué pour les joueurs. Donc voilà, Mmh. très peu prennent de médicaments avant que tu me poses la question. En fait, ils font comme ils peuvent, mais il y a eu tellement d'adrénaline de déversée dans l'organisme que c'est Mmh mh. compliqué de trouver le sommeil, voilà. Donc après, ils ont chacun leurs petites habitudes. Il y a sûrement des SMS, des coups de fil, il y a des vidéos, il y a des jeux, il y a Mmh. des films et puis bon, le lendemain, généralement, sauf s'il y a un avion à prendre ou un déplacement, mais généralement, ils ratent le petit déj et ils traînent, ils récupèrent en fait en décalé, quoi, hein, au Ouais. niveau du travail. En fait, chacun a un peu peut-être même sa petite Oui, routine, il y a une espèce de voilà. canevas qui est valable pour l'ensemble du groupe, mais après évidemment, chacun fait comme il le sent, hein. Il y en a qui Mmh. préfèrent la chaleur au froid, Mmh. heu, il y en a qui préfèrent, qui font beaucoup d'étirements après. Il y en a qui aiment bien faire un peu de vélo, 10-15 minutes après le match, dans la Mmh. salle d'échauffement. Ils vont chercher un vélo pendant que les autres se font masser. Enfin, il y a OK. pas une routine, hein.
Ouais. il y a une routine qui est propre à chaque joueur, quoi, mais il n'y a pas une routine pour tous les joueurs. OK, c'est cool. Et et ici, ben voilà, j'aimerais te poser, une dernière question. C'est si tu devais citer 3 erreurs que tu as commises, notamment en début de carrière, que ce soit, voilà, sur l'aspect, on va dire, de la pratique ou même psychologiquement, de toi par rapport à toi. Qu'est-ce que ce serait? Quelles seraient-elles? Voilà, si tu en as comme ça en tête, ce serait chouette de nous les partager. Je pense que c'est toujours formateur de parler de ça. Mes erreurs à moi? Idéal ou alors celles que ce Ah soit ouais, tes erreurs ou alors les erreurs que tu vois souvent commises. pas Ça faire peut être chez balancer, un ouais. kiné ou chez un Pas médecin, faire balancer. Ah zut, j'ai commis ouais, c'est sûrement, si le 1er croisé, je l'ai presque raté. OK. Ça, j'insiste beaucoup là, dans les formations et bientôt je vais faire des cas cliniques dont tu parlais, je vais les faire sous forme de vidéos et je vais expliquer, et bon, Oh j'en génial. ai plein qui sont prêts à sortir, ça va se faire bientôt et j'insiste beaucoup sur le Lachman et j'ai en tête le premier croisé à Clairefontaine, j'étais jeune médecin et j'ai pas dit: «Il y a pas de croisé», mais clairement je savais pas quoi et ça, Mmh. c'est un test qui est simple quand on le maîtrise, mais c'est comme tout, hein, il faut un petit peu d'expérience. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut à mon avis, quand on est jeune médecin, mais jeune kiné, c'est pareil. Il faut pas être ambitieux, il faut être ambitieux, ça c'est clair, mais une ambition saine, c'est-à-dire que dans la vie, il faut être un petit peu ambitieux pour aller essayer d'aller chercher un peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Mais il faut savoir, faut être raisonnable aussi et savoir par où on doit passer pour atteindre ses ambitions. Il faut pas vouloir commencer dès la sortie de l'école en club pro. Il faut une très bonne formation, ce sont les centres de formation. C'est-à-dire que vous vous occupez de jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. Quand vous n'avez pas les repères, quand vous n'avez pas joué au foot, quand vous ne savez pas comment ça se passe dans un vestiaire, la relation avec l'entraîneur. Et puis, quand on parle de médecine, les pathologies. C'est-à-dire qu'il faut savoir examiner des tas de chevilles, des tas de genoux, faire des tas d'examens normaux pour se rendre compte de ce que c'est pour revenir au Lachman, ce que c'est qu'un Lachman, un arrêt dur, voir que Mmh. tous les genoux ne se ressemblent pas. Il y a pas, vous prenez 10 genoux normaux, vous aurez 10 arrêts enfin, vous aurez 10 arrêts durs, mais vous aurez, des fois, il y a des genoux qui sont très serrés, il n'y a quasiment aucune mobilité, même sur un genou sain. Il y a des patients, des joueurs qui ne savent pas se relâcher. Puis à côté de ça, vous aurez des laxités très importantes avec un arrêt dur. Vous vous rendez compte que vous avez la même des deux côtés et vous vous rendez compte que le genou est normal. Mmh. Donc, ça serait ça au travers de cet exemple où le premier, clairement, j'ai pas dit il avait pété son croisé, un jeune de Clairefontaine. Mmh. Mais c'est ça, c'est vraiment se faire plein d'examens et commencer par des niveaux moyens, ça serait un conseil, oui, oui. Par Mmh. contre, quand les opportunités passent, il faut pas les rater. Ça, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai vu dans un club à l'OM, là où je suis passé, un jeune kiné qui était complètement perdu, qui servait à rien, malheureusement pour lui, mais c'est terrible, hein, mais c'est parce que il avait aucune expérience. Trop vite, trop tôt, on lui avait proposé le poste et sans doute qu'il pouvait pas le refuser à ce moment-là, mais Mmh. les joueurs, c'est un milieu, c'est pas le Bronx, hein, mais c'est un milieu qui est pas facile hein, quand même. Hein. Les joueurs, très rapidement, ils vous disent, hein, quand ils ont tourné dans les clubs, ils savent vers qui se tourner très rapidement sur les avis, sur les soins. Ils disent, Mmh. moi, je vais être massé par un tel et pris par un tel, et l'autre, donc, Ouais, voilà, ils pour sentent revenir bien à les choses. l'expérience. Une autre OK. erreur que j'ai pu commettre, euh, c'est, il y a un truc que j'aime bien faire, et je l'ai fait pendant 15 ans à Clairefontaine et on le faisait tous les mois avec les entraîneurs. C'était les poids. On avait des jeunes en formation. Hein, moi, j'ai vu passer comme ça les Thierry Henry, Anelka. Mmh. Il y en a eu plein comme ça qui sont passés à Clairefontaine. Il restait 3 ans. Et, euh, et donc, Blaise Matuidi, enfin, il y en a eu plein. Et tous les mois, on les pesait et on leur faisait une masse grasse. Et quand je suis arrivé en club à Lille, ben, j'ai fait pareil, mais j'avais des pros en face de moi. Et ça marchait très bien ça marchait très bien à Lille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait poids et masse grasse, j'affichais les scores dans le vestiaire. Il y avait le tableau et chacun pouvait lire son poids, il le connaissait puisqu'il avait été pesé, puis j'ai fait la mesure de masse grasse et je l'affichais. Donc forcément, quand vous avez un joueur qui a 7-8%, il gonfle les pectoraux. Quand vous avez un autre qui a 14-15% et qui a 6-7 points de trop, il n'a Mmh. pas trop envie que ça se sache. Ou alors, s'il est positif, si c'est un garçon qui entend les choses, il fait le maximum pour baisser. Et donc Ouais. là, on avait une dynamique comme ça avec,
à Lille, clairement, il y en a qui se tiraient à la bourre et c'était le challenge, quoi. C'était vraiment d'être au plus bas, puisque l'idée pour un footballeur professionnel, c'est d'être en dessous de 10%. En dessous de 10, on OK. peut considérer que le travail est bien fait quand vous êtes au-dessus. Et en fait, quand je suis arrivé en équipe de France avec Didier, j'ai voulu faire la même chose. Et j'ai fait la même chose, mais le papier, il est resté 5 minutes collé à la porte, quoi. Il y a un joueur qui est passé, qui est venu me voir directement. Je le connaissais depuis 10 ans parce qu'il était passé par les sélections de jeunes, je le connaissais bien. Mais il était très très haut dans les masses grasses et Il il a pas voulait pas aimé. de quoi. Non, non, non. Ouais, Donc voilà, OK. une erreur que j'ai pu commettre et donc du coup, j'ai arrêté. Voilà. Mmh. Donc, j'ai transmis je discutais avec Didier après sur les poids masse grasse Mmh. voilà. Après, je OK. discute en un contre un. OK, trop bien. Ben, je pense que, voilà, ici, je vais tout doucement te laisser, revenir à tes consultations parce que, voilà, je Mmh. pense que tes chers Merci patients, beaucoup. vont t'attendre. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur Entendons. Merci beaucoup d'avoir, accepté cette invitation. C'est vraiment chouette de pouvoir échanger, avec des personnes, des médecins comme toi qui ont de la bouteille parce que je pense que c'est toujours hyper important l'expérience clinique, l'expérience, voilà, générale, quand ça fait X années que tu es dans le métier, tu as d'office des petites anecdotes et des choses comme ça, que quelqu'un de Avec tout jeune plaisir. n'aura pas et donc c'est vraiment chouette. Donc vraiment, on te remercie, toute l'équipe de Full Physio d'être venue aujourd'hui. Hem, Merci à vous. Merci à toi, Augustin. C'était un plaisir aussi d'échanger. Ça fait partie du rôle des anciens aussi, effectivement, de discuter un peu de leur mmh expérience. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger. Trop chouette et de toute façon, je ne doute pas qu'on se reverra à l'occasion, sur Full Physio, pour d'autres petites choses et puis, Avec bah, plaisir. n'hésite pas à nous tenir au courant quand tu sors, ton projet avec les cas cliniques, en vidéo et cetera, ça peut Je vraiment être reviendrai vers hyper vous rapidement. intéressant et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de kinés, donc voilà. Bah, écoute, je te souhaite une très belle journée et Merci également. courage pour la journée, pour les consultations et puis une excellente année 2024, même si elle est déjà un petit peu passée depuis quelques jours. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Ouais, salut Il va Franck. être, par contre, Augustin, il va être temps d'enlever le sapin, je pense, hein. On, Ouais, c'est on- ouais, c'est vrai. on arrive en avril bientôt, là. Ouais, ouais, mais j'attendais, tant qu'il fait pas 20 degrés, je l'enlève pas. Ah, d'accord, C'est pardon. Ça mais marche. OK, trop bien. Allez, à Bah, écoute, bientôt. à la prochaine Franck. Salut. Merci. Salut.